Bonsoir à toutes et à tous. La conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies COP27 se poursuit à Sharm el-Sheikh. Pour cette édition spéciale, nous allons vous proposer en fait les débats et les séances les plus marquantes de la journée. On commence avec l'actualité qui sera aussi centrée sur justement les travaux de cette conférence de la COP27. Mais avant de passer à l'actualité, j'aimerais bien rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Finances, le ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaine. De toute façon, nous allons revenir, mais tout de suite à présent, je vous propose une retransmission en direct tout de suite à Sharm el-Sheikh pour suivre les débats et les travaux de cette édition très spéciale de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies qui se déroule actuellement à Sharm el-Sheikh. So, thank you very much, United States. I've been told that the mailing list that we have was the one that we managed to collect in the first sessions, where there was a form that was filled out by delegates. We're trying now to make sure that the QR code is available for parties to enter again and register their emails. But as we try to fix that, I'll give the floor to Pakistan. Thank you, Mr. Facilitator. I'd just like to express a little concern. I think G77 has very clearly indicated the challenge we are facing right now. Despite that, and I do fully understand your interest in advancing the discussion as fast as possible, but there's a challenge involved here. You have just announced a time at 9 p.m. We have another finance-related meeting before that at 8 p.m. That is going to get into that discussion. So I'm not sure, and we are happy to engage, but the challenge we are facing right now is apparently that you are not fully grasping it in the current situation. Secondly, I'm not sure whether you are going to make the room available with whom the parties are going to consult. G77, most of the colleagues would not be there. So I'm not sure that who is going to facilitate what. So we would just like to highlight that you may not create a formal setting for that, because then that creates a formal consultation format. And I would throw caution to that approach. And certainly that is going to raise questions associated with the transparency that you have yourself reiterated. So maybe you can review this consideration. We're happy to engage as and when we are ready within the G77 format, because this is a 134 number of countries. I mean, I hope you bear that in mind. Thank you. Thank you very much, Pakistan. Yes, absolutely. We are fully aware of the considerations that you have shared. As the proposal that we made is just to help parties that are available with no formal status of any conversation, but in the understanding that there might be parties willing to come to that room and have an informal
discussion around that. With, of course, that it is an informal setting, therefore there is no space for any agreement or formal progress. But we believe that it is our obligation to make it to make every step in order to allow for parties to communicate to each other, and this is why we would like to make that space available for any party that wishes to come to that room. I hope that's clear. I'll give the floor to the G77. Thank you, Mr. Co-Facilitator. So as I announced previously, we are still working on a submission from our group. We can have the room available, but we will not be able to engage, so our group will not attend. Other groups are welcome to discuss among themselves, but I'm not sure if it'll be of much value. But they're welcome to do that, just to announce that, to transparently tell everyone that we will not be going because we're still coordinating on our submission. Thank you. Of course, thank you very much to the G77. I have the European Union. No. Thank you. We think probably with the interventions we've heard from G77, it seems that it would make sense for us not to meet at 9 if such a large group will not be able to make it. So we'd wonder, is there alternative options that we could consider at this time? Thank you very much, European Union. And of course, if there are alternative options, we're here to, we want to hear them. We're happy to hear suggestions. Guinea, you have the floor, please. Hello? Okay, thank you. I would support what the G77 coordinator indicated, and also thank the EU for the understanding. Guinea speaking on behalf of 54 African countries. We need to go back to the group because we have clear position on this specific agenda item, and it wouldn't be possible for us to engage at this point of time. This night, we need to go back to the group. Thank you. Thank you very much, Guinea, on behalf of the African group. I have Turkey on, as the next speaker. Turkey, you have the floor. Thank you, Mr. Co-Facilitator. We'd just like to echo some of the points already made. We'd prefer not to have a session at 9. Thank you. Thank you very much. Of course, we are in the hands of parties. We will follow your lead. We will follow your guidance, and I hear clearly in the room that there are no conditions for meeting tonight, either in informal consultations or in INF-INFs, and we have no option but, of course, to follow your guidance and lead. So with that, we will be informing you about next steps. We will, of course, have to consult internally to see what the next steps look like, and we will be informing you in due time. So, and And regarding the registration for the mailing distribution list, I wonder, we can see here a link
to a form, but I don't think this room has the ability to project the. So, parties, I apologize for the delay in solving this issue, but we see the screen here in front of us. If parties have not been able to receive their email, can you kindly ask you to come to this side of the room and maybe take a picture of the screen here, because there are technical issues about projecting the screen behind us. So we really apologize for that. But if anybody has not received, is it showing? Oh, excellent, fantastic. Thank you so much. So yes, so that's the way to register for the mailing list. Hopefully you can all get a copy of that, take a picture of it, and make sure that you are registered for the information that we will be sending you soon with next steps, hopefully tonight or maybe tomorrow morning for understanding what's the next step going to be. So thank you very much again, parties, colleagues, for your engagement, and we'll be in touch. Thank you. Rebonjour, voici, c'était une retransmission en direct de Sharm el-Sheikh qui accueille les travaux de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies COP 27.
Tout de suite, donc, nous allons avoir beaucoup plus de précisions sur les débats qui ont eu lieu aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine qui s'est écoulée. Nous avons le plaisir pour vous parler de ceci, d'avoir avec nous ce soir M. Ahmed El-Leissi Nansef. Bonsoir, M. Ahmed El-Leissi Nansef. Vous êtes consultant international en gestion et sciences économiques. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir et justement pour commencer. Carrément. Par exemple, aujourd'hui, les travaux de cette conférence, justement, et qui se sont poursuivis aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, avaient comme thème journée du genre social et journée de l'eau. Encore une fois, on attaque l'impact des changements climatiques sur les sociétés en général, sur les populations, sur l'homme, mais aussi la question et les questions en rapport ou liées à l'eau. Et quand on parle de ces deux questions, on peut bien voir que l'Égypte est bien concernée. Tout à fait. On sait tous que l'Égypte, maintenant, a ce ou plus ou moins est en train d'entrer dans ce qu'on appelle la pauvreté d'eau. Ça veut dire que la quantité d'eau par habitant est en train de diminuer. C'est très normal parce que on est en train de croître avec une vitesse assez rapide. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a l'effet du chauffement global, ce qui est en train de faire que l'eau qui venait du sud n'est plus assez pour l'agriculture égyptienne qu'on a besoin. Mais vraiment, pour ajouter encore un problème plus grand, on a tous les, disons, les initiatives que nos confrères en Éthiopie sont en train de prendre, et notamment le projet du barrage de la Renaissance. Là, on est vraiment dans une situation qui doit être résolue d'une façon ou l'autre. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères a touché sur ce point qui est très important. On est en négociation avec nos confrères en Éthiopie maintenant presque pour 11 ans, et on n'a pas pu avancer vraiment. Donc là, on est en train de souligner au monde entier la situation égyptienne et le cas et les risques qu'un pays comme l'Égypte, avec plus que 104 millions d'habitants, est en train de subir, ou pour le changement climatique, ou pour les projets qui sont unilatéralement faits par nos confrères en Éthiopie. Très bien. Passons à ces débats centrés sur l'impact des changements climatiques et sur les hommes, ou ce rapport entre hommes, femmes, les inégalités, et qui affectent surtout les femmes. En fait, les intervenants ont tous jugé impératif de collaborer pour améliorer justement la prise en compte des inégalités hommes-femmes ou femmes-hommes au niveau international, mais aussi sur le plan national, que ce soit international ou national. Il faut bien rappeler dans ce contexte que 80% des personnes déplacées par le dérèglement climatique sont des femmes et des enfants, et ce, selon les organisateurs de la COP27. Donc, malheureusement, ce sont toujours les femmes qui subissent si on peut dire, le mal, ce qui est en train de se passer, surtout avec la migration interne dans le même pays pour quitter les endroits où il n'y a pas assez d'eau, qui quitte pour un autre endroit, une autre ville où elle espère d'avoir un peu plus, des conditions qui sont un peu mieux. C'est dommage que toujours on voit que quand on est en famille, c'est la femme qui prend normalement soin du foyer et les enfants. Donc on est en train vraiment elles sont en train de subir comment dire, le mal un peu plus que les hommes. Et ça, c'est très dommage parce que dans un monde où on est en train tous de parler de l'égalité entre femmes et hommes,
on se trouve dans une situation pareille à cause du changement climatique. Très bien. Retour à la question de l'eau. Je rappelle que la présidence de la COP27 a lancé l'initiative Action pour l'adaptation et la résilience dans le domaine de l'eau. Elle vise à placer, cette initiative vise en fait à placer l'eau au centre des actions d'adaptation et de résilience en offrant des solutions d'adaptation pour la planète et les personnes. Salih Hamed et Yara Choucha vous propose plus de détails. La présidence de la COP27 lance l'initiative Action pour l'adaptation et la résilience dans le domaine de l'eau, AWARE. Elle vise à placer l'eau au centre des actions d'adaptation et de résilience en offrant des solutions d'adaptation pour la planète et les personnes, en commençant par les communautés et les écosystèmes les plus vulnérables du monde en Afrique. L'initiative s'articule autour de 3 priorités principales. Réduire les pertes d'eau et améliorer l'approvisionnement en eau dans le monde entier, proposer et soutenir la mise en œuvre de politiques et de méthodes pour une action coopérative d'adaptation liée à l'eau, placer le dossier de l'eau au cœur de l'action climatique afin de réaliser l'agenda 2030. Les champions de haut niveau des Nations Unies pour l'action climatique lancent aujourd'hui un document présentant des actions pratiques pour les acteurs non étatiques afin d'accélérer l'action pour faire face aux pertes et dommages et mobiliser des financements. Le Fonds d'adaptation de l'eau des villes africaines, Aqua Fund, est un nouvel instrument de financement axé sur l'Afrique qui vise à soutenir le développement et la mise en œuvre de plus de 200 projets dans 100 villes africaines d'ici 2032. Lancé par le World Resource Institute en collaboration avec des partenaires des secteurs publics et privés, des banques de développement, des investisseurs, des acteurs et des experts étatiques et non étatiques, il aide les dirigeants au niveau des villes à financer et à mettre en œuvre des solutions de résilience pour une meilleure gestion des pénuries d'eau à travers l'Afrique. Les signataires de la déclaration de Glasgow pour une empreinte hydrique équitable lancent aujourd'hui un appel à l'action aux gouvernements des pays développés et en développement, aux entreprises et aux ONG pour qu'ils rejoignent cette initiative qui place la gestion et la résilience dans le domaine de l'eau au cœur de l'économie mondiale d'ici 2030. La campagne Roof Over Our Heads sera officiellement lancée aujourd'hui. Cette campagne a été développée par le biais de tables rondes mondiales et régionales en septembre et octobre. Son objectif est de fournir à 2 milliards de personnes des maisons résilientes à faible émission de carbone et abordables d'ici 2050, en commençant par des laboratoires de projets communautaires en Inde. 10 organisations maritimes s'engagent avec des producteurs d'hydrogène vert à produire au moins 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030 pour fournir 5% des carburants de transport maritime mondial. Les Pays-Bas lanceront aujourd'hui le groupe des champions pour les deltas et les zones côtières. Ce groupe permet une action harmonisée entre les pays et les petits États insulaires pour une gestion durable de deltas et de zones côtières. Le groupe fournira des conseils spécifiques aux pays sur la mise en œuvre de leurs plans nationaux d'adaptation et de leur stratégie nationale d'adaptation au climat. Monsieur Ahmed El-Silence, en parlant de cette édition de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, cette édition très spéciale pour l'Égypte, pour l'Afrique aussi, on a répété qu'il s'agit d'une édition qui a pour slogan passer des promesses à l'action. Aujourd'hui, à une semaine de la fin de ce rassemblement, quel regard vous portez sur les je ne sais pas comment dire, mais les résultats, il n'y a pas encore de résultats, ça, certainement, mais on est où par rapport à ce slogan, selon vous? Ben pour ça, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il n'y a pas encore de résultats. Si on recule un peu en arrière... Non, je veux dire, les résultats, c'est-à-dire fin des travaux et donc la sortie des déclarations, des initiatives et ainsi de suite. Jusqu'à présent, on parle d'initiatives, on parle de... Mais la conférence a encore une semaine, justement, pour nous donner... toutes les conclusions, si je peux me parler. Comme je disais, si on recule un peu en arrière, dans le COP de Paris, l'idée elle-même a été mise en cause.
il y avait des présidents qui sont sortis dire vraiment je ne crois pas qu'il y a un échauffement global, vraiment je ne pense pas que la température de la planète est en train de changer. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Aujourd'hui, on est en train de... Tout le monde est d'accord sur le problème et on est en train de travailler sur les solutions. C'est vrai que depuis Glasgow l'année dernière, on n'a pas eu l'opportunité de voir un changement ou un avancement dans la bonne direction. On a eu pas mal des promesses dans toutes sortes de directions, mais très peu a été réalisé sur Terre vraiment. Là, je pense que on a fait un très bon pas, qu'on a mis, disons, les économies un peu plus développées face à face à leurs responsabilités. Et là, on a adopté le thème de c'est un sommet de réalisation. Je ne pense pas que quand même, tout ce qui a été promis, même à Glasgow, dans le COP 26, va être réalisé après le COP 27. C'est la nature des choses. Ces projets sont des projets énormes. Ce ne sont pas des petits projets, ils sont vraiment énormes. Et la situation mondiale, économique et géopolitique n'est pas dans sa meilleure état. On était en train de parler de comment on va, en Glasgow, les discussions étaient comment est-ce qu'on va diminuer l'utilisation du pétrole et des carburants. Maintenant, on est en train de voir des pays, des grands pays industriels qui sont en train de retourner, au lieu d'avancer, sont en train de retourner vers le charbon. Et ça, c'est en fonction de ce qui est en train de se passer en Europe avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction, on est en train d'avancer. Et si vous me demandez est-ce que c'est la cadence qu'on doit le faire, qu'on doit avoir, je ne pense pas qu'encore on a adopté la bonne direction. Donc on espère que dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent, on va voir plus en plus des initiatives qui vont se matérialiser et on va voir vraiment des projets tangibles qu'on peut les voir sur Terre. Très bien. C'est vrai qu'à une semaine de la fin de ce sommet, justement, des frustrations commençaient à émerger. Et là, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'Indonésie, un petit peu, justement, où le président chinois Xi Jinping s'entretenait avec le président américain Joe Biden. Est-ce que ça pourrait changer un petit peu les choses, donner un certain espoir dans une certaine direction? Ben, la parole que Joe Biden a utilisée, je pense que c'était assez sage, que les deux pays, que première et deuxième économie dans le monde, ils peuvent normalement être compétitifs, mais pas nécessairement adversaires. Au moins des choses, on ne veut pas reculer en arrière. On ne veut pas avoir une autre confrontation, par exemple, militaire. Maintenant, vraiment, on ne peut pas... c'est pas affordable pour la planète d'avoir quelque chose pareil. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer entre la Chine et l'Amérique et l'histoire du Taïwan, donc au moins, les deux économies, les deux plus grandes économies dans le monde, au moins, c'est normal qu'ils soient très compétitifs, mais on n'a pas besoin d'une autre guerre avec la guerre qu'on a aujourd'hui. Donc, on espère que si ça ne va pas améliorer les choses, on ne va pas voir une détérioration vers l'arrière. Vendredi dernier, Joe Biden, qui était à Sharm el-Sheikh pour
Prince Khan, en fait, il s'est entretenu avec le président de Fatah el-Sisi. Ils ont eu une conférence de presse conjointe et des discussions. Là, le président américain a promis justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Est-ce que c'est assez? Et ensuite, à quoi s'attendre des autres pays, les pays les plus industrialisés? Je pense que la question que vous vouliez demander, est-ce que c'est faisable? Et je ne sais pas. Et c'est très difficile de dire ça, surtout avec les États-Unis dans les 20 dernières années. Chaque fois qu'on a un changement d'un parti à l'autre, on voit une direction contradictoire à la direction où on se met d'accord. On l'a vu sur plusieurs axes, même politiques, même les accords, même domestiques comme Obamacare et tout ça. Donc, ça devient... Des paroles pareilles, on doit les prendre avec un bout de sel, si vous voulez, parce que le président Biden, sûrement, ne va pas être en pouvoir en 2030. Et on ne sait pas vraiment qui va venir après lui et quel genre de direction les États-Unis vont prendre. On sait très bien que les démocrates, où Biden vient, sont très pour cette direction de réduire les émissions et tout. Les républicains, où il y a pas mal de projections que ça va être le président qui va suivre Biden va être un républicain, prend l'autre direction. Les républicains, normalement, ils représentent les institutions, ils représentent les grandes sociétés, surtout les sociétés pétrolières qui sont dans le sud des États-Unis et l'industrie. Donc là, c'est pas vraiment dans leur intérêt de partir dans cette direction. Mais pour voir les choses dans notre perspective, au moins le président présent a promis ce qu'il voudrait faire. On espère qu'on va avoir une continuation, parce que toujours ce qui gêne vraiment dans les politiques des États-Unis, on part dans une direction, 2, 3, 4 ans plus tard, on a une autre administration avec une autre perspective et on recule 2 pas en arrière. Donc, on espère que ça reste dans la même direction. C'est très positif. Et une chose que je voudrais ajouter, Son Excellence le Président à Sharm el-Sheikh s'est bien entretenu avec le président américain, mais pas seulement lui, mais aussi le chef du Congrès. Et ça, c'est très important parce qu'en Amérique, le système avec lequel les États-Unis fonctionnent, ce n'est pas un point focal pour les décisions. Et le président il connaît tout ça très bien, bien sûr, il a pu travailler sur plusieurs points et là, on est en train d'aider la décision dans la bonne direction pour l'environnement. Une deuxième fois, ça reste à voir, avec tous les changements qui sont un peu attendus en Amérique, on va voir si les promesses du président Biden vont être réalisées ou non. Très bien. Là, on compte surtout sur le fait qu'aux États-Unis, à titre d'exemple, il s'agit d'une administration, quel que soit le chef de l'État, c'est-à-dire ils ont plus ou moins une politique plus ou moins constante vis-à-vis des différents dossiers. Et là, encore une fois, un retour à cette question de volonté, que ce soit chez les Américains ou n'importe qui autre. Voilà. Retour à ce que je viens justement de mentionner et rappelant encore une fois qu'à une semaine de la fin du sommet de Sharm el-Sheikh, des frustrations ont commencé justement à émerger, on l'a bien signalé, en particulier sur les questions épineuses des pertes et dommages et du soutien financier aux pays en développement touchés par des catastrophes climatiques. Voici les détails.
Le programme officiel de la conférence sur le climat COP27 reprend ce lundi ses travaux. Les négociateurs de près de 200 pays poursuivront le débat sur le financement climatique. Les négociateurs essaieront, avant l'arrivée des ministres de leurs pays respectifs cette semaine, de faire autant de progrès que possible pour parvenir à un accord espéré pour ce sommet des Nations Unies sur le climat. Mais à une semaine de la fin du sommet de Sharm el-Sheikh, des frustrations commençaient à émerger, en particulier sur les questions épineuses des pertes et dommages et du soutien financier aux pays en développement touchés par des catastrophes climatiques. Tous les regards sont tournés vers l'Indonésie où le président chinois Xi Jinping s'entretenait avec le président américain Joe Biden sur les questions climatiques à la veille de la réunion du G20 qui débute mardi à Bali. Les experts estiment que les résultats de cette rencontre entre les dirigeants des deux plus grands pays pollueurs du monde auront un impact important sur les pourparlers de la COP27. D'autres nouvelles du G20, selon lesquelles l'Indonésie procédait à la fermeture de sa première centrale électrique au charbon, ne manqueraient pas de remonter le moral en Égypte. En outre, un plan du G7 appelé Global Shield devrait être annoncé aujourd'hui à la COP27 pour canaliser le financement climatique d'urgence vers les pays en développement. De plus, l'Inde devrait annoncer lundi en Égypte sa stratégie à long terme pour réduire les émissions sur son territoire. Des sources affirment que le géant sud-asiatique plaidera pour une réduction progressive mondiale de tous les combustibles fossiles. Aujourd'hui, au début de cette deuxième semaine de négociations sur les changements climatiques, le président de la COP27, Sameh Shoukry, a précisé qu'il reste beaucoup de travail pour surmonter les divisions entre les pays riches responsables du réchauffement climatique et les pays pauvres qui réclament de l'aide justement pour y faire face. Après ces déclarations, et comme on vient de le dire, on est à une semaine de la fin, c'est-à-dire une semaine s'est écoulée, une semaine qui reste, et c'est le président de la COP27 qui précise qu'il reste encore beaucoup à faire. Est-ce que c'est assez, je ne veux pas dire pessimiste, mais comment voyez-vous ces déclarations? C'est pas pessimiste, mais c'est il faut réaliste. travailler, il faut agir. Hein? Il faut agir, c'est réaliste, c'est ce qu'on appelle un call to action. On veut des actions, on a assez de paroles, mais même, je ne pense pas que dans les visions les plus optimistes, quelqu'un aurait pensé que tous les accords, tous les projets vont être conclus, vont être signés avant la fin du projet ou du coop. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Et je ne pense pas même qu'on pourrait s'attendre à une chose pareille. Ce qui est très important, et ce genre de conférence, c'est de commencer la piste. Mais s'attendre, c'est 2 semaines, c'est 15 jours. S'attendre que tous les partis vont se mettre d'accord, vont signer, vont commencer des projets et rentrer en action au bout de 15 jours, je ne pense pas que c'est une option réaliste, si vous voulez. Ce qui est très important, que les discussions sérieuses prennent place, on essaye de commencer, il y a des discussions, et peut-être on va prendre quelques semaines, quelques mois même, dans des cas, après, pour finaliser tout ce qu'il y a à finaliser. Parce que si jamais quelqu'un a pris part dans ces genres de projets, ce sont des très, très grands projets qui incluent des montants d'argent qui sont très importants. Donc, on doit avoir les contrats doivent être révisés, regardés, on doit avoir les avocats doivent... C'est beaucoup de travail, donc je ne pense pas que c'est réaliste qu'on pourrait attendre ou s'attendre qu'au bout de 15 jours, on va finir, on va conclure, le 16e jour, on va commencer à prendre l'action. Donc c'est la chose qui est, une deuxième fois, très très importante, que
il commence et il prend la piste, qu'il part dans ce trajet d'une façon sérieuse, qu'au bout de temps nécessaire pour finir ce travail, que ça se passe. Très bien. Parmi en fait les points litigieux, il y a en fait l'atténuation, l'adaptation aux effets prévisibles du changement climatique et les finances, notamment pour les pertes et dommages déjà inévitables. Donc je rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui est en fait président de la COP 27, a souligné l'importance de la coopération entre toutes les parties participant à la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, pour atteindre les résultats répondant aux aspirations des peuples face au changement climatique. Voici les détails. Nous avons terminé sur certaines questions, mais il reste encore beaucoup de travail si nous voulons obtenir des résultats significatifs et tangibles dont nous pourrons être fiers. Il faut maintenant changer de vitesse, a exhorté Sameh Shoukry, président de la COP27, lors d'un bref point d'étape en ouverture de la dernière ligne droite de la conférence mondiale sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, prévue jusqu'à vendredi. Le chef de la diplomatie égyptienne a listé les points litigieux, soit tous les chapitres importants: l'atténuation, baisse des émissions, l'adaptation aux effets prévisibles du changement climatique et les finances, notamment pour les pertes et dommages déjà inévitables qui frappent souvent les pays les plus pauvres, les moins responsables du réchauffement. Simon Steele, patron de l'agence ONU Climat, a fait écho à cette liste dans un tweet. Les peuples et la planète attendent de ce processus qu'il tienne ses promesses et d'appeler à construire les ponts nécessaires pour progresser sur la limitation du réchauffement à 1,5 degré, l'adaptation, le financement et les pertes et dommages. Il y a un an, à la précédente COP à Glasgow, quelques 200 pays s'était engagé à maintenir en vie l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, en rehaussant leur engagement de réduction de gaz à effet de serre pour la COP 27. M. Shoukry a demandé aux délégations d'achever les travaux techniques mardi afin de pouvoir passer ensuite la main au ministre attendu à Sharm el-Sheikh. Du Pakistan noyé sous les inondations il y a quelques mois aux petites îles du Pacifique menacées par la montée de l'océan, les pays en développement réclament de leur côté plus d'argent aux pays riches qui n'ont pas respecté leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide destinée à la réduction des émissions et l'adaptation aux impacts. Ils revendiquent également désormais la mise en place d'un mécanisme spécifique pour faire face aux pertes et dommages déjà subis. Monsieur Ahmadele Sinansef, il y a aussi le rôle que jouent les représentants des organisations de la société civile pour encourager justement les délégations de toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, en fait, à relever ce plafond, le plafond de leur ambition en ce qui concerne l'action climatique internationale. C'est l'occasion peut-être de terminer avec le rôle que jouent les ONG, la société civile, mais aussi, là, il faut rappeler qu'il s'agit d'une conférence qui regroupe aussi bien de dirigeants, des responsables, mais aussi des représentants de la société civile. Ben, pour conclure, je pense que cette conférence est une réussite énorme pour l'Égypte et pour l'Afrique. On doit se rappeler toujours que l'Égypte, en organisation de cette conférence, représentait l'Afrique. Avoir presque 200 pays présents, avoir plus que 100 chefs d'État qui sont présents, l'organisation, le protocole, l'arrangement dans une ville, une seule ville, de tout ça est vraiment énorme. Les efforts que l'Égypte a fait
c'est une certification, si vous voulez, de l'état de l'Égypte. Tout simplement, si on pourrait imaginer ou quel autre pays dans le continent africain pourrait organiser quelque chose pareil, on va trouver qu'il n'y a pas un grand nombre de pays qui pourraient organiser une conférence pareille, et surtout pas dans la région. On voit les pays à côté de nous, la Libye, la Syrie, le Soudan, la Libye, le Liban. Donc, vraiment, je pense que c'est une certification que l'Égypte est un pays solide, robuste, avec une vision, avec un leadership qui savent très bien où il va prendre l'économie et le pays. On a des difficultés, comme tout le monde. On a des défis, comme tout le monde, ces jours-ci, un peu, même moins que pas mal de pays en Europe. Mais on est là, on a la tête sur les épaules et on est en train de marcher dans la bonne direction. Donc là, on doit être tous fiers d'avoir une conférence pareille et que c'est une réussite qui compte vraiment pour l'administration présente et le président Sissi. C'est parfait. Merci beaucoup à vous, M. Ahmed El Sinan, si vous êtes consultant international en gestion et en sciences économiques. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour parler justement de cette conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Merci encore une fois. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Extension de programme sur l'international.